cœur de votre livre, La bataille des retraites, parce que c'est truffé évidemment de témoignages de ces Français cassés, lassés, qui ne comprennent pas la réforme annoncée d'Emmanuel Macron sur l'allongement de l'âge légal de la retraite. Moi, je pars de la crise du Covid. Dans le cœur de cette crise-là, le président de la République, il avait dit aux Français, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur celles et ceux que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et c'était les auxiliaires de vie, c'était les caristes, c'était les agents de la logistique, c'est tout ça. Or, non seulement ils n'ont pas été récompensés à la sortie de cette crise Covid, ils ont même un pouvoir d'achat qui est rogné par l'inflation, mais en plus, on met cette réforme des retraites et en repoussant de 2 ans l'âge de la retraite, les premiers qui vont en pâtir, c'est ceux qui, à 55 ans, j'étais avec des auxiliaires de vie ce matin, Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont mal au poignet, elles se sont fait opérer du coude. Là, j'ai un artisan qui témoigne, c'est les rotateurs des épaules qui ont souffert. Et donc, se dire que déjà, aller jusqu'à 60 ans, 62 ans, c'est bien compliqué. Mais alors maintenant, 64, 65 ans, on voit pas comment ça va être faisable. Donc voilà, je suis pour que les Français vivent de leur travail présent, qu'ils puissent en vivre décemment, c'est le salaire, mais qu'ils vivent aussi de leur travail passé, c'est le droit à la retraite. Et c'est un formidable trésor qui nous est légué que ce droit à la retraite. Ce qui est quand même assez invraisemblable, c'est qu'on attend une élection comme celle de l'an passé, 2022, pour que tous les politiques de quelque bord que ce soit se disent aujourd'hui vivre avec une retraite de 500, de 600, de 700, de 800 euros, c'est inacceptable. Nous voulons, et c'était unanime, la retraite minimale à 1000 euros. Qu'a-t-on fait depuis lors, depuis ces 30 dernières années, pour ne pas penser à cela ? Je redis quand même le miracle qu'on se rende compte des fois de ce qu'on a. Pendant des millénaires, dans les classes populaires, vieillir, quand on avait la chance de vieillir, parce que souvent on mourait avant, c'était vieillir dans la pauvreté, au crochet de ses enfants ou à la charité. Et il se trouve que quand on a mis en place le minimum vieillesse, puisque c'est quand même une réforme qui a été mise en place en 1945, et les retraites, en une génération, on a brisé une fatalité, c'est que le taux de pauvreté chez les personnes âgées était divisé par 4. Oui. On est passé sous la moyenne nationale. C'était du jamais vu. Et là, ce qu'on voit, c'est renaître de la pauvreté chez les personnes âgées. Déjà, quand vieux pauvres, comme vous dites. Oui, déjà quand on a allongé de 2 ans l'âge de départ à la retraite, on est passé de 100 ans à 62 ans, on a un Français sur 2 qui ne travaille plus à 60 ans. Un Français sur 4 qui n'est ni à la retraite ni en emploi. Parce qu'ils sont usés, parce qu'ils se font sortir du marché du travail et qu'ils n'arrivent plus à y rentrer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 10 ans, pendant le temps qu'on a déjà fait ces réformes-là, le RSA pour les seniors, il a été plus que multiplié par 2, il a augmenté de 152%. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une allocation de retraite méritée, on est passé à des minima sociaux pour les personnes âgées. Et donc voilà, il s'agit de cesser sur ce chemin-là et faire que les métiers dont je vous parlais en premier lieu, mais même quand on est enseignant, on peut se demander comment on va enseigner jusque 64, 65 ans quand même. Bruno, Annie, ils sont déjà au standard de France Bleu 0810 055 056, ainsi que Michel qui appelle de la Somme, et je vous donne la parole pour échanger avec vous sur ce sujet des retraites. N'hésitez pas, notre invité est avec nous jusqu'à 14h. Nous avons, je vous l'annonçais, Michel qui nous rejoint au standard de France Bleu, qui est peut-être sur votre circonscription, en tout cas qui habite la Somme. Bonjour Michel. Bonjour, oui, Monsieur Ruffin est notre député. Ah bah voilà, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je voulais vous parler déjà des départs en retraite. Déjà, je peux vous dire que j'ai ma fille qui fait la factrice à pied par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Elle y est, ils vont encore reculer l'âge de la retraite. Mais elle ne pourra pas continuer comme ça. C'est inadmissible. En plus, moi, je n'ai que la retraite de mon époux. J'ai élevé ma fille et vous voyez, je n'ai rien. Bon, heureusement, j'ai la retraite. Pour l'instant, on est 2. J'ai la retraite de mon époux. Mais la vie augmente tellement. On devrait indexer ça sur l'inflation. C'est inimaginable. Bien sûr, les salaires, je suis d'accord, il faut les augmenter. Mais les retraites aussi, on a l'impression qu'on veut se débarrasser de nous. C'est fini. Et pour nos enfants, ce sera bien pire. Michel, vous dites beaucoup de choses et vous allez réagir, monsieur le député, à ce que vous dites, cher Michel. D'abord, l'indexation sur le coût de la vie, sur l'inflation de ce niveau de retraite. Alors, elle existe déjà. Ça n'existe pas pour les salaires. Aujourd'hui, ça existe pour les pensions. Malheureusement, c'est fait souvent avec un temps de retard, ce qui fait qu'on s'est déjà mangé les 6% d'inflation le temps qu'on relève ça. Donc ça peut être rééquilibré. En revanche, dire
Pourquoi les pensions, elles ont beaucoup baissé? C'est à partir des années 90, on a fait une réforme qui comptait sur les 25 dernières années le niveau des retraites, alors qu'auparavant, c'était sur les 10 dernières, sur les 10 meilleures. Et donc, ça a fait une grande chute du pouvoir d'achat des retraités. Et en fait, il faut bien voir que quand une réforme se met en œuvre en matière de retraite, l'effet, il n'est pas immédiat, il n'est pas du jour au lendemain. Ça met une génération. Et donc, on commence à voir aujourd'hui, en fait, les effets des réformes qui se sont prises dans les années 90 ou au début des années 2000. Et avec une génération de retard, on voit des personnes âgées qui reviennent à la pauvreté alors qu'elles ont beaucoup travaillé dans leur existence, quoi. Raccourcir la durée de cotisation ou avancer l'âge légal ne changera rien au niveau de pension si on vous suit là-dessus, François Ruffin? C'est-à-dire si on considère qu'on a une retraite pleine et entière à partir de 40 années de cotisation, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des petites retraites aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout de tout leur trimestre à cotiser. Donc si jamais il y a moins à cotiser, il y a plus de chances pour qu'il y ait des gens qui aient des retraites pleines et entières. Aujourd'hui, c'est quand même un gros souci que des espèces de trous parce qu'il y a des carrières où il y a du chômage qui s'est mis au milieu. On a élevé ses enfants et on n'est pas rétribué en nombre de trimestres pour ça. Bruno nous rejoint dans quelques instants, mais je voudrais redire que Michel soulignait quelque chose de très important, c'est l'inquiétude. Vous êtes toujours avec nous, Michel, hein, l'inquiétude pour votre fille qui est factrice et qui n'entrevoit pas justement l'idée de travailler encore et encore dans les conditions que nous décrivait Michel jusqu'à 65 ans. Voilà. Alors, je voudrais pas que le travail soit décrit seulement comme cette chose affreuse, ce tunnel sans lumière, vous voyez. Non, c'est important. C'est important parce que là, on parle en effet que des travaux harassants, pénibles. Même je suis sûr que sa fille est contente de faire factrice Michel, aussi. Oui. Comme vous m'avez parlé des travailleurs cassés, mais le travailleur de bâtiment que j'interroge, il est content d'avoir installé son carrelage. Par contre, à un moment, il en a marre. C'est fini. Son corps, il en peut plus. Et puis, ou bien son esprit, il est assez. Et il a envie de cette chose formidable, c'est simplement s'occuper de ses petits-enfants, aller à la pêche, devenir dirigeant d'un club de foot et finalement se mettre au service de la société, soit de sa famille, soit d'associations, de manière plus large, et en étant sorti du produire. Donc je veux pas décrire le travail, moi, comme étant le travail social collectif de travail. Je pense que vous êtes content de faire le vote, de venir parler au micro. Tout à fait. Mais aussi d'être avec vos collègues. Et ça, c'est le cas des auxiliaires de vie que je rencontrais ce matin. Maintenant, en général, les gens, ils aiment leur travail. C'est l'usure que vous soulignez. L'usure, et ils aiment pas la manière dont on leur fait faire leur travail. Oui. Ça, c'est une autre question. Michel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le député François Ruffin? Est-ce que votre fille factrice aime faire son métier aujourd'hui et simplement elle ne se voit pas travailler si longtemps que cela? Oui, elle aime beaucoup, mais elle a déjà 54 ans, elle commence à être fatiguée. C'est ça. Voilà, c'est cela, c'est sa santé, elle a peur de ne pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Hein. C'est qu'elle est à pied et elle ne peut plus faire de vélo déjà parce qu'elle est tombée, elle a eu un accident de travail. Oui. Puis alors, on ne peut pas parler trop de l'administration parce que c'est terrible. Mais bon, c'est malheureux, mais déjà faire travailler plus longtemps les gens, c'est pas possible. Merci beaucoup, cher Michel. Merci beaucoup, vous qui nous appelez et qui êtes à l'écoute de France Bleu Picardie. C'est ce que vous dites dans le titre de ce petit essai. Le temps d'apprendre à vivre. On connaît la chanson, 3 petits points, il est déjà trop tard. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est aussi, moi je regarde l'homme, la femme, l'humain, comme étant pas seulement un animal à produire et à consommer, mais en ayant des moments du temps qui sont extraits. Comme le hamster, on ne doit pas être des hamsters dans une roue qui pédalons. Et l'histoire du mouvement ouvrier dans laquelle je m'inscris, c'est à la fois une fierté du travail, c'est la dignité par le travail, mais c'est en même temps le droit au repos, le droit au congé payé, le droit au congé maternité et le droit au bout à la retraite. Donc c'est l'alliance des deux, la fierté du travail, mais aussi du droit au repos. C'est pour ça que la réforme d'Emmanuel Macron de l'allongement à 65 ans est pour vous une hérésie, une folie presque meurtrière. Non, j'ai pas dit de folie meurtrière. Vous savez, j'essaie de ne plus être dans l'excès. Non, mais dire que le premier adversaire de la réforme d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. Mais c'est Emmanuel Macron il y a 3 ans. Vous savez, il change beaucoup, Emmanuel Macron lui aussi. Donc, il déclarait il y a 3 ans, quand on est peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et on va expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps, ça serait hypocrite. Ça, c'était Emmanuel Macron il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et maintenant, quelle réforme il vient faire? Il vient nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps, et y compris pour la fille de Michel qui est factrice, y compris pour les auxiliaires de vie, y compris pour les caristes, y compris pour les travailleurs du bâtiment. La question, c'est pourquoi? Et j'aimerais que Bruno Chrétien nous rejoigne dans cet échange. Vous qui dirigez, Bruno Chrétien, l'Institut de protection sociale à Lyon. Bonjour à vous. Oui, bonjour Wendy. Et merci de venir échanger avec François Ruffin aussi sur ce constat. Pourquoi cette réforme, alors qu'en effet, il y a 3 ans, Emmanuel Macron tenait un autre discours? Est-ce qu'on a besoin d'argent à ce point?
pour financer d'autres réformes. Alors effectivement, la réforme qui avait eu lieu donc sur le quinquennat précédent, c'est une réforme systémique. L'idée, c'était de changer complètement le système, mais sans toucher aux paramètres d'âge de départ. L'âge de départ avait été ajouté. C'était la fameuse question, effectivement, de l'âge pivot ultérieurement. Là, on a une question qui est liée à des questions, une dimension financière, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que en 1982, à l'époque on a la retraite à 60 ans, on avait un âge de départ en moyenne qui était à 64 ans. Oui. Aujourd'hui en France, après les 3 grandes réformes d'augmentation d'âge de départ, donc qui sont effectivement les réformes Balladur, Woerth Fillon et Woerth, et Touraine, on est aujourd'hui à 63 ans en moyenne, alors qu'on a augmenté notre espérance de vie depuis 82 d'à peu près 7 ans. Donc ça veut dire qu'en fait la charge des retraités, le coût de la retraite effectivement a augmenté. Et on a une question d'équilibre financier puisque l'année dernière et cette année on va être en excédent mais léger qui sont quand même liés à la situation du Covid. Les années qui vont venir, on va être à peu près à 0,5, 0,6 points de PIB, donc ça veut dire en gros 13-14 milliards. Ça c'est pour le secteur privé, sachant qu'à côté on a le secteur public. Il y a des études qui l'ont montré, où là on a non pas de déficit, le déficit n'est pas compté dedans, mais il y a une surcotisation en termes de cotisation patronale en fait, sans rentrer dans la technique, qui fait qu'en gros il nous manque dans les 10 ans qui viennent à peu près 13-14 milliards par an. Si on ajoute le secteur public, en fait lié à la surcotisation de nous tous, puisque c'est nous qui employons en quelque sorte les fonctionnaires, eh bien on rajoute 30 milliards. Donc on a un vrai problème financier d'équilibre et qui en la matière se règle de manière assez simple. Soit on limite le niveau de vie des retraités, donc ce sont les mauvaises revalorisations de pensions dont parlait à juste titre François Ruffin, soit on reporte l'âge de départ à la retraite, soit on augmente les cotisations. Oui, il n'y a pas 36 solutions. Donc si le régime n'est pas aujourd'hui déficitaire, on entrevoit les 10 ans compliqués à venir. François Ruffin, quel autre arbitrage réalisé ? Que le Conseil d'orientation des retraites, il dit que à l'avenir, une fois passé cette décennie, on retrouverait un équilibre. Donc est-ce qu'on doit se bloquer sur 14% de PIB pour les retraités, sachant qu'en effet il y en a de plus en plus, ou bien est-ce qu'on doit considérer que de la même manière que pendant des années on a dit qu'il fallait pas plus de 3% de déficit et que c'était finalement pas une norme aussi sacrée que ça, puisqu'on l'a dépassé. Là, on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément que 14% du PIB qui doivent être consacrés aux retraites. Et donc, en effet, passer par une augmentation des cotisations. Sachant que dans le programme, ce que j'appelle le programme caché d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le programme de stabilité qu'il a envoyé à Bruxelles, il dit bien que qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on fasse des réformes structurelles, notamment la réforme de retraite. Pourquoi faire ? Pour supprimer la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qu'ils appellent les impôts productifs. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre aux uns pour donner aux entreprises. Ouais. La bataille des retraites, en tout cas, c'est le grand enjeu de l'hiver avec cette réforme que souhaite Emmanuel Macron pour l'été prochain. Dites-nous ce que vous en pensez. Chers auditeurs, on vous écoute au 0810 055 056. Nous avons Bruno au standard dans quelques secondes. Vous qui dites, François Ruffin, que c'est le corps social tout entier qu'Emmanuel Macron va blesser avec cette réforme. On va y revenir également avec Bruno Chrétien de l'Institut de protection sociale à Lyon. Mes petites arrêts sur image pour notre chronique quotidienne avec Valère Coréard. Il est 13h40. Ma France est sur France Bleu. Parce que Valère, au quotidien, nous trouve des bons plans, des astuces face à la vie chère. Cela concerne tous les domaines de la consommation. Bonjour Valère. Bonjour Wendy, bonjour François Ruffin. Et aujourd'hui, que vous soyez retraité ou non, vous vouliez nous parler d'une solution pour s'équiper en petite électroménager quand on a un budget serré, c'est la location. Bah oui, parce qu'on peut avoir envie de se faire plaisir dans la cuisine, de préparer des choses. D'ailleurs, ça peut être des sources d'économie à la fin, mais il faut pas regarder toutes les formules de location. Celle notamment qui est présentée par les grands distributeurs, je vous le dis tout de suite, elle ne vaut pas le coup. Vous allez payer avec un engagement sur 36 mois le prix neuf de la machine à café et à la fin, elle ne vous appartient même pas. D'ailleurs, les assos de consommateurs l'ont clairement critiqué, ce système de location. Donc vous avez trouvé un vrai bon plan pour nos auditeurs. Un bien meilleur plan et je pense qu'il est plutôt bon. Je vais vous parler de Cazoo. C'est une petite entreprise qui a été créée par deux jeunes parisiennes qui propose un système plus souple, plus malin pour le consommateur. En fait, vous louez un appareil, mais vous ne vous engagez pas. S'il ne vous convient pas et que vous ne vous en servez pas ou plus, vous le rendez quand vous voulez. Vous avez juste payé quelques mensualités. Par contre, s'il vous plaît, vous avez la possibilité de l'acheter dès le deuxième mois de location. Et là, on va vous déduire du prix les loyers que vous avez déjà payés. Donc, vous trouvez chez Cazoo toutes sortes d'appareils pour la maison. J'ai vu un robot multifonction, une machine à café, un nettoyant vapeur. Et il y a d'ailleurs peut-être une forme de pédagogie à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, François Ruffin, mais
On n'est pas obligé de tout posséder finalement dans la vie. Disposer d'un robot pour faire la cuisine, le temps de vérifier son utilité, pas s'engager tout de suite, le louer, le prêter. C'est ça l'économie circulaire, non ? Alors j'avais lu une statistique, mais elle va évidemment être très imparfaite là, donc elle sera vérifiée. Mais le temps d'usage d'un tournevis électrique était quelque chose de l'ordre de 30 secondes. Enfin, donc les gens achetaient un tournevis ou 3 minutes. Et on a la perceuse, 12 minutes dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc voilà, vous m'excuserez pour le... Mais voilà, ça dit quelque chose en effet d'un système à réinventer, d'autant que j'ajoute quelque chose. Moi, je suis pour l'indépendance de notre pays. Ça veut dire que tout le matériel dont on parle là, ce sont des importations. Voilà, c'est du déficit commercial. Plus vous achetez d'électroménager, plus vous achetez d'électronique, plus c'est du déficit commercial qui est créé. Donc je pense que à la fois pour la planète et pour notre autonomie nationale, il nous faudrait aller vers moins de consommation de ça. Bon voilà, donc louer, ça peut être une solution par exemple. Absolument, les prix à la location ou à l'achat avec cette société Cazoo, ils sont attractifs ces prix ? Alors si vous l'achetez, c'est un petit peu moins cher que du neuf puisqu'on est sur du reconditionné, donc c'est de la seconde main. Après le gros avantage, il est sur la location parce que à la fin vous déduisez ses loyers comme je vous le disais, puis vous l'achetez à un prix attractif. En plus la facture elle est lissée sur 36 mois par exemple. Donc on va dire que c'est une location intelligente qui peut permettre à un petit budget d'accéder à du bon matériel, ne pas acheter du neuf, ce qui est bon, vous l'avez dit François Ruffin, pour l'environnement. Et c'est le choix qu'a fait Nathalie. Elle vit à Cheptainville, dans l'Essonne. Et ce qu'elle aime bien dans ce service, c'est qu'elle peut tester, tout simplement, avant d'acheter l'appareil. Je réfléchissais sur l'achat d'un robot aspirateur, etc. Mais quand j'ai vu les prix en magasin, et il y en a tellement de marques, on va dire, et de différents prix, j'étais un peu perdue. Et je me suis dit, c'est un investissement tout de suite. Ça se trouve, l'appareil, je ne vais pas l'utiliser. Donc ça a été un des premiers, on va dire, une des motivations aussi supplémentaires qui a fait que, du coup, j'étais intéressée par cette entreprise, du fait de pouvoir le louer sans engagement et possibilité d'achat derrière. François Ruffin. Ils ont un service de réparation aussi parce que l'autre but pour sauver la planète et moins importer, c'est de remplacer le remplacement justement par de la réparation. Eh bien, vous savez quoi ? Tous les équipements sont préparés et réparés à Étampes, c'est en Essonne, par une asso qui emploie 60% de personnes en situation de handicap. Ah bah on est bon. On est bon. Je pense que des ateliers de réparation, un par quartier, un par canton, en mécanique, informatique, électronique, ça devrait être un objectif que vous avez. Macron, il dit qu'il fait ça sur les retraites parce que c'est sa grande ambition réformatrice. Je pense que la grande ambition réformatrice pour notre pays, ça devrait pas être ça parce que Balladur l'a déjà fait, Sarkozy l'a fait, Fillon l'a fait, Marisol Touraine l'a fait. Donc on est dans la répétition du même, mais ça devrait être plutôt de se demander comment on a des ateliers de réparation partout dans le pays. C'est ce que vous dites dans votre livre. Le système, c'est... Merci beaucoup, Valère Correa, pardon. C'est produire plus pour consommer plus, pour produire plus pour consommer plus, le fameux hamster que vous décriviez qui court dans sa roue et qui fait qu'on a un rapport au travail et qui fait qu'on a un rapport à la retraite très particulier aujourd'hui dans nos sociétés d'hyperconsommation. Oui, je pense que c'est quelque part comme la lumière au bout du tunnel. Je voudrais pas que le travail ne soit qu'un tunnel, mais c'est un peu vu comme ça. Aujourd'hui, quand on demande aux Français, est-ce que vous voulez accélérer ou ralentir, ils sont les 2/3 à dire qu'ils veulent ralentir, que le monde va trop vite. Et donc là, il s'agit c'est le même Macron qui a fait le travail du dimanche. Donc toute la semaine est prise à l'intérieur de cet univers de la production et de consommation et qui veut nous rallonger l'âge de la retraite. Et je vois une conformité entre les deux. Et moi, je suis pour qu'il y ait des temps où on soit hors de ce cycle-là, de la production, de la consommation, qu'on puisse ralentir. Parce que s'occuper de ses petits-enfants ou de ses enfants et lire avec eux, comme c'était proposé au début de votre émission, c'est un temps de ralentissement. C'est un temps qui apparaît comme étant improductif. Et en vérité, pourtant, c'est dans ce temps improductif qu'on va le plus transmettre, qu'on va le plus éduquer, qu'on va le plus préparer l'avenir. Mais encore faut-il que les retraites soient à la hauteur pour permettre justement ce partage et ce temps de vivre. Nous avons Bruno au standard de France Bleu. Bonjour Bruno. Bonjour. Êtes-vous monsieur à la retraite, sur le point de l'être ? Dites-nous tout. Non, j'ai pris ma retraite il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une retraite de directeur d'école en éducation prioritaire. D'accord. Que vous inspire ce débat sur les retraites et celui notamment qui s'annonce sur l'allongement de la durée de travail légal ? Alors d'abord, dire que je suis tout à fait en osmose avec François Ruffin dans ce qu'il décrit au sujet des retraites. Et puis ensuite, pour être toujours responsable au niveau syndical des retraités de mon organisation, ce que je reçois le plus en ce moment comme demande, c'est la question des futurs retraités polypensionnés. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont cotisé à plusieurs caisses de retraite. Alors ça reste un problème majeur puisque ces personnes représentent quand même 1/3
des demandeurs quand il s'agit de partir en retraite. Or, on a bien compris que le gouvernement s'apprête à passer en force avec le 49.3 sur la question des retraites. Il faudra quand même si les Français réagiront, alors on ne sait pas trop comment, il faudra quand même qu'on se préoccupe de sujets urgents. Bon, les femmes, la France Insoumise, je crois, est assez présente sur le débat pour faire avancer les choses. Pour rappel, il y a quand même 32% les femmes dans le privé ont un revenu inférieur de 32% à celui des hommes et 15% dans le public. Voilà. Ce que vous dites, Bruno, est très intéressant sur les polypensionnés. Voilà, ces carrières en ciseaux, qui ne sont pas forcément prises en compte pour le calcul final, François Ruffin. Oui, mais Non, et c'est vraiment les parents pauvres. Les parents pauvres. On parle pas beaucoup. Bon, on en parle au niveau syndical, évidemment, puisque c'est quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, on sait que les polypensionnés n'arrivent pas au taux de remplacement, aussi bien des salariés du privé qui arrivent, eux, avec un taux à 74,8% et au public à 73,8%. François Ruffin, face à Bruno et à son cas d'école, lui qui fut directeur d'école. Je ne suis pas un spécialiste des polypensionnés, donc je vais dire un truc qui a presque rien à voir, mais aujourd'hui, quand on veut faire une demande pour partir à la retraite à la CARSAT, c'est devenu un enfer. Notamment pour des causes de dématérialisation. Ce qu'ils appellent la dématérialisation, qui est en fait de la déshumanisation. On n'a plus d'humain en face. On voit que Bruno fait ce travail-là avec ses collègues pour essayer de faire accéder au droit à la retraite. Mais quand on a juste un ordinateur en face de soi et qu'on n'a plus un humain, un agent administratif qui comprend le langage de l'administration, qui vous aide à rassembler vos fiches de paye et à cocher vos croix, moi je vois plein de gens qui ont cotisé pendant 40 ans et pour qui c'est la grosse galère, juste simplement de pouvoir faire les papiers à ce moment-là. Alors, Bruno Chrétien, vous voulez peut-être justement un petit peu abonder en ce sens, vous qui dirigez l'Institut de protection sociale, cette difficulté justement pour ce calcul et pour ces polypensionnés auquel on a un vrai problème. Oui, tout à fait. On a un vrai problème de liquidation. Il y a un problème qui est double en fait. Il y a effectivement, comme dit François Ruffin, il y a des pensions dont la dématérialisation, ce qu'on appelle la digitalisation, fait qu'effectivement c'est devenu compliqué. Et comme vous ajoutez un double phénomène des classes fortes en termes de génération qui partent à la retraite, c'est les baby boomers qui partent à la retraite, et en même temps des problèmes d'organisation, de recrutement dans les caisses, les effectifs n'ont pas suivi à hauteur, donc effectivement il y a des retards et il y a de la durée. Il y a un autre problème qui, à mon sens, est encore plus important, c'est le fait que, et ça c'est les chiffres de la Cour des comptes, tous les ans, l'année dernière par exemple, il y a eu à peu près 14% des Français qui ne touchent pas des droits à la hauteur de ce qu'ils ont cotisé. Vous avez 14% d'erreurs en fait sur les pensions qui peuvent être de plusieurs centaines d'euros par an, voire plusieurs milliers, dans les cas les plus graves. Il faut savoir que dans ces 14%, les 3/4 sont des personnes qui perdent des droits. Il y a des gens qui gagnent des droits par rapport à ce qu'ils devraient avoir. C'est des points qui ont été non retransmis dans le compte, c'est des trimestres qui ont sauté. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique. Et là, il y a un vrai sujet. Alors qu'on voit à côté, effectivement, qu'il y a des mesures, je pense par exemple au transfert des cotisations des caisses complémentaires qui sont gérées par les partenaires sociaux et qui ont été bien gérées, à tel point d'ailleurs que du MEDEF à la CGT, ils sont opposés en fait à ce transfert de cotisations. On va remettre en place ce transfert à la fin de l'année prochaine, alors que dans le même temps, des pensions dans un volume important, effectivement, ne correspondent pas à ce qui doit être versé. Voilà, ça nous paraît un sujet important. Merci beaucoup Bruno Chrétien pour l'Institut de protection sociale. François Ruffin, dans cette bataille des retraites, vous opposez les arguments du gouvernement. Travailler plus pour financer le régime de retraite et la transition écologique, mais aussi la dépendance. Une réforme que la majorité juge courageuse et que vous jugez du ressort du déni de démocratie. Pourquoi je pense que c'est quelque chose de plus grave et qui, pour moi, doit passer au-dessus des mesures comptables. Dans quel état est la société aujourd'hui ? On a des Français qui sont exténués, exaspérés par 2 années de crise Covid. Derrière, il y a la guerre en Ukraine. Il y a l'inflation, les salaires qui suivent pas. On se demande comment on va payer nos factures. On a un gros souci démocratique avec un président de la République qui a été réélu, mais quand même sans élan, sans enthousiasme et presque sans projet. Derrière, on a une majorité de raccros à l'Assemblée nationale avec une base sociale qui est quand même extrêmement étroite pour le président de la République. On a une montée de l'extrême droite qui est puissante dans le pays. Vous pensez que ça va laisser des traces durables, c'est évident. Justement. Pour moi, c'est évident que, je sais pas, je peux pas faire le pari qu'il y aura des grandes manifestations, j'en serai. Mais ce que je sais, c'est ce que tout ça installe dans le cœur des gens. Ça installe du ressentiment. Quand 7 à 8 Français sur 10 disent « on veut pas de cette réforme »,
on sent pas de travailler 2 années de plus, que ça pèse dans leur tête, que ça va peser dans leur corps, pour les gens, c'est très concret cette histoire-là, 2 années de plus à travailler. Et qu'on va le faire contre 7 à 8 Français sur 10, je pense que ça met en cause dans la durée. Je dis pas dans 6 mois, dans 1 an, mais que dans le temps. Peut-être que Macron, il considérera qu'il est gagnant parce qu'il a réussi à passer sa réforme à l'arrivée, mais dans le temps, je pense qu'on est perdant, la démocratie est perdante, parce que les gens, ils se disent, mais bon sang, on n'était pas d'accord. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie ? Ouais, c'est peut-être votre cas, Pascal, vous qui êtes à l'écoute dans le Finistère, à Châteaulin. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci, je voulais madame. tout à fort remercier Monsieur Ruffin qui comprend le problème du terrain, la problématique générale, la problématique de la situation de tout à chacun, ainsi que la problématique de tous les soucis du moment, vraiment. Donc, je voulais vous faire part de ma situation. Oui. Donc, je vais avoir 60 ans. Donc, actuellement, je travaille dans le public. J'effectue des missions que je trouve bon an mal an, parce que le public, entre guillemets, est plus ouvert pour des postes, je dirais, seniors, sachant qu'on est senior au niveau du travail à partir de 45 ans, ainsi sont faits les éléments. Et je ne trouve que des missions courtes, payées à un petit salaire au SMIC, donc des postes dits précaires. Et ma question, d'une part, est comment je vais pouvoir trouver du travail, sachant que ça mes 60 ans, donc une étiquette dans le dos, quoi qu'on dise, et sachant que de surcroît, j'aurais à faire, non pas aller jusqu'à 62 ans, mais comme je suis née en 62, je devrais aller jusqu'à 62 ans, plus 2 fois 4 mois, 8 mois. 8 mois. Pascal, la situation que vous nous décrivez à l'instant. Pour moi, le problème de M. Macron, c'est qu'il n'est pas du tout dans la conscience du marché tel qu'il est. Il y a des besoins, certes, mais je me dis, vais-je devoir travailler à des postes de nuit ou autres que je ne peux pas faire parce que j'ai une souci de santé. Mais vraiment, la grosse inquiétude est là. Et il y a une dramatique, c'est un gros drame, c'est que en fait la réalité du terrain n'est pas prise en ligne de compte, qu'elle soit à tout niveau, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan souffrance au travail. Et j'ai connaissance actuellement, je le vis, donc dans le milieu public, que ce soit des différentes collectivités, il y a de gros problèmes de personnel qui font que c'est vraiment, il y a des arrêts maladie comme jamais il y a eu. Et ce que je voulais dire à M. Ruffin en parallèle, moi j'aimerais vraiment, mais pleinement, parce que je le fais déjà bénévolement, avoir un poste pour accompagner des personnes dans leur démarchage, parce que j'ai fait 22 ans en ressources humaines, donc je suis familiarisée avec tout ce qui est démarche administrative. Pascal, j'aurais été avec bonheur que j'aurais voulu accompagner les gens qui sont paumés. Oui, et vous avez envie de travailler, d'être accompagné, d'aller à terme, et à ce parcours du combattant, en effet, qui se pose très clairement pour cette auditrice, va-t-elle pouvoir arriver à la fin, à cet âge de la retraite, en trouvant sur le marché du travail ce qui lui correspond, François Ruffin? Alors, j'ai 2 remarques à faire. La première, Madame décrit, Pascal décrit ce que je racontais au départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 60 ans, 1 Français sur 4 n'est plus en emploi et n'est pas encore à la retraite. Et donc le fait d'allonger à 62 ans, à 64 ans, ça veut dire qu'on rallonge juste le temps d'incertitude, d'inquiétude dans lequel se trouvent les gens. Alors j'ai des situations, des gens qui travaillent dans un restaurant, ils se font licencier, ils passent de 1 500 € de revenus, ils terminent au RSA à 600 €, ils attendent la retraite, et donc il faut qu'ils raccrochent des petits boulots ou des choses pour revenir à 1 100 €. Donc voilà, ça, elle est dans ce tunnel-là, et Emmanuel Macron va juste allonger ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on est banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, en effet, prolonger jusqu'à 64-65 ans, c'est sans doute moins un problème que quand on est dans ces métiers. Mais j'entends autre chose chez Pascal. Je veux dire, moi, je cherche toujours la lumière qui brille aussi. Ce que j'entends chez Pascal, c'est un savoir-faire qu'elle a. Je sais faire des démarches administratives et j'aimerais bien mettre cette compétence-là au service de la société. Ça veut dire que là, il y a quelque part un marché du travail qui répond pas à des possibilités qu'ont les gens. Et donc là, il faudrait que Pascal puisse en effet soit être dans une association, soit pouvoir installer, sans que ça soit payé par les gens, mais aller faire du démarchage, aider les gens à remplir un certain nombre de démarches administratives. Si elle était dans la Somme, je la recruterais à ma permanence. Merci beaucoup François Ruffin.
retraite. Cette réponse à Pascal. Vous opposez au fond une question métaphysique à tout ce débat. Pourquoi on vit et vous plaidez pour ralentir le cycle aussi? Est-ce que ça passe par une certaine organisation du travail? On peut en parler avec une illustration très concrète. Nous sommes à Lyon dans l'entreprise Elmi qui fournit de l'électricité avec la semaine de 4 jours qui vient d'être mise en place il y a quelques semaines. Bonjour Camille Dard. Bonjour. Vous êtes DRH d'Elmi. Sur quelle motivation avez-vous lancé cette semaine de 4 jours justement? Est-ce que c'est imprégné de cette philosophie? Alors tout à fait. On a mis en place la semaine de 4 jours chez Elmi le 1er septembre dernier. L'idée étant en effet de mettre vraiment le bien-être des salariés au cœur des préoccupations. Et c'était déjà le cas chez Elmi depuis des années. Et en passant à la semaine de 4 jours, on a pris une décision encore plus forte de s'engager pour un meilleur équilibre en fait entre la vie professionnelle et la vie privée. Oui. Et des salariés plus épanouis et qui peuvent effectivement peut-être s'engager dans la durée avec nous. Avec quel temps de travail par semaine, Camille? Alors aujourd'hui, les salariés sont passés de 39 heures à 35 heures semaine. Ça, c'est pour les cadres. Et puis pour nos non-cadres, donc les employés sont passés de 35 heures à une semaine de 32 heures sur 4 jours. Très bien. Avec un retour positif des salariés? Alors pour l'instant, oui, très positif. C'est une mesure qui a été forcément accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, avec pas mal de questionnements aussi. Ça reste un gros changement culturel. On est habitué à travailler 5 jours et dès l'école en fait. Ça commence très tôt. Et puis aujourd'hui, on a 3 mois de recul et on commence à voir vraiment des améliorations sur la réduction de la fatigue, du stress, et une amélioration vraiment globale de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui. Et ça, c'est sans compter sur les bienfaits aussi pour l'entreprise, en fait. C'est ça vraiment le message à faire passer, c'est que des salariés qui sont plus épanouis, c'est une entreprise aussi qui fonctionne mieux. Et globalement, on observe aussi un taux d'absentéisme qui diminue, une plus grande facilité à recruter et à fidéliser aussi les salariés. Pour l'entreprise Elmi à Lyon, la semaine de 4 jours, c'est une organisation pour laquelle il faut plaider aussi, François Ruffin, dans ce ralentissement? En tout cas, je pense qu'il faut renouer avec le fil de l'histoire, qui est la diminution du temps de travail. L'économiste Keynes... Ça peut passer par ça. Oui, voilà. Et ça peut passer par ça. Ça peut passer par un vrai congé parental. Ça peut passer par une 6e de semaine de congé payé. Comment ça se fait qu'on n'en a pas gagné une depuis 1982, alors que l'augmentation de la productivité, là j'ai des écrans en face de moi, il y a du numérique partout, tout ça c'est de l'augmentation de la productivité. Où est-ce qu'elle est la productivité si elle n'est pas allée pour aider les gens à mieux vivre, simplement? Il y a la possibilité dans notre pays encore de mieux vivre. Merci beaucoup François Ruffin. La bataille des retraites, le temps d'apprendre à vivre, votre livre aux éditions des Liens qui libèrent et surtout les témoignages qui y participent évidemment. Merci beaucoup monsieur le député. Un grand merci à vous. La Somme.